Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Coup de froid entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. La visite de ce dernier, à l'invitation du Congrès américain, agace sérieusement le président des États-Unis. En cause, les critiques du Premier ministre israélien à l'encontre des négociations américaines menées avec l'Iran et donc de la politique d'Obama. Les explications dans ce journal. À 3 semaines des élections départementales, Nicolas Sarkozy met en garde les électeurs tentés par le Front National en dénonçant ce qu'il a appelé le FNPS. Le patron de l'UMP a suscité de nombreuses réactions. Débat et analyse ce soir avec l'éditorialiste au Figaro Yvan Rioufol et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Le Conseil de l'Europe demande à la France d'interdire la fessée. Ce débat récurrent refait ainsi surface tout en punissant les violences faites aux enfants. La France tolère un droit de correction au sein de la famille. Le Conseil de l'Europe souhaite bannir tous les châtiments. Les détails à suivre. Enfin, cette question ce soir, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Oui, vaste question et puis à chacun sa définition. Eh bien, on va en parler ce soir avec le philosophe Roger-Paul Droit, auteur du livre « La philosophie ne fait pas le bonheur » et c'est tant mieux. À suivre aussi son regard sur l'actualité tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Retraite à 63 ans, augmentation du temps de travail des fonctionnaires, suppression de l'ISF. Les propositions du président de l'UMP font réagir la classe politique. Les socialistes dénoncent en particulier la formule employée par Nicolas Sarkozy, le FNPS. Retour sur sa stratégie avec Mounir Soussi. Nicolas Sarkozy à l'offensive. 3 mois après son retour au premier plan, il lance une ébauche de programme dans une longue interview au Figaro. Mais en filigrane, c'est une critique sévère du bilan du gouvernement qui se dessine. Nicolas Sarkozy est en train de chercher par tous les moyens de polariser le débat politique entre lui en tant qu'ancien et potentiellement futur président de la République et François Hollande, président de la République en titre, qu'il a sorti en 2012. Son but, c'est de faire comme dans Rocky II, c'est-à-dire de réclamer la revanche jusqu'à ce qu'il l'ait. Et pour l'obtenir, Nicolas Sarkozy n'hésite pas à accuser le Parti socialiste de faire le jeu du Front National avec une formule FNPS. Pour lui, voter FN au premier tour, c'est favoriser la gauche, une déclaration très mal reçue dans les rangs socialistes. Et ce qui sera grave, à mon avis, pour lui, c'est qu'il ne combat pas le Front National sur le terrain des idées, des valeurs et des propositions du programme. Il croit pouvoir s'en sortir par une petite manœuvre politicienne. Ça ne parle plus à personne, ce type de discours. Son retour à la tête de l'UMP en novembre dernier ne s'est pas transformé en plébiscite. Alors depuis, une inquiétude plane sur son leadership. Mais avec sa victoire, il a assuré l'essentiel. Vu qu'il a la main sur l'appareil du parti et qu'il a verrouillé le fonctionnement du parti et que c'est lui qui, a priori, aura le plus d'argent pour la campagne de la primaire de l'UMP, vous avez l'argent, vous avez la main sur le parti, vous êtes le patron en titre de l'opposition. Si ça, c'est un retour raté, je ne sais pas ce qu'est un retour réussi. Prochaine étape sur ce chemin, la refondation du parti prévue au printemps, puis la primaire qui départagera les candidats de droite à la présidentielle à l'automne 2016, moment où Nicolas Sarkozy saura si les troupes se sont alignées derrière lui. Et cette interview de Nicolas Sarkozy intervient à 3 semaines des élections départementales. Droite et gauche se mobilisent pour mettre en garde contre le vote Front National. Et autre donnée majeure de ce scrutin, l'abstention qui risque de battre des records. Un sondage récent révèle que plus d'un tiers des Français ne savent pas en quoi consistent ces élections. Cécile Sixou. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections bientôt? C'est des élections du quoi? Départementales? Pas du tout, mais je sais qu'il y en a, mais... présidentielles, non? Les élections cantonales. Les élections départementales n'attirent pas les foules. Un Français sur 3 ne serait pas au courant que les 22 et 29 mars prochains, ils sont invités à aller voter pour élire leurs conseillers départementaux. La cause, selon Xavier Chinot, expert électoral, c'est une vraie méconnaissance de cette élection. On a une espèce d'usine à gaz un peu complexe où on élit des binômes paritaires avec des suppléants. C'est pas très clair pour les gens. On a changé la taille des cantons, on les a divisés par 2, ce qui fait que les cantons sont plus gros. Donc quand il y avait un fait local assez fort, on connaissait son conseiller général parce qu'il est le maire d'une grande commune. Il y a une partie du canton où on ne va plus le connaître, et donc ça va atténuer l'effet vote local au profit du vote national.
Conséquence, 57% des Français n'auraient pas l'intention d'aller voter. Une abstention qui pourrait faire le bonheur du FN. Selon un sondage Odoxa, le parti de Marine Le Pen serait en tête avec 33% des suffrages devant l'UMP et le PS. Ça signifie qu'au soir du premier tour, dans la plupart des cantons de France, on verra plus souvent des duels entre l'UMP et le Front National que des duels habituels gauche-droite. Ça signifie, ça préfigure aussi probablement une victoire de la droite au second tour dans un maximum de départements et en même temps de gros problèmes pour Nicolas Sarkozy et l'UMP sur les arbitrages qui auront lieu dans l'entre-deux tours. Le niveau de l'abstention sera donc déterminant pour l'accession au deuxième tour. En effet, les règles électorales sont strictes. Il faudra obtenir plus de 12,5% des électeurs inscrits pour y parvenir. La suite du 22h, et c'est le grand décryptage du lundi consacré ce soir à 3 thèmes. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir comme d'habitude via le hashtag le 22h. Et voici les sujets au programme. D'abord, l'offensive de Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, détaille ses propositions dans le Figaro. Chômage, temps de travail, retraite, etc. Que faut-il en penser? Idées neuves ou au contraire, vieilles recettes? On en parle. Et puis, droite et gauche tentent de contenir la montée annoncée dans les enquêtes du Front National aux élections départementales. Leurs stratégies sont-elles efficaces? Débat à suivre. Enfin, loin, très loin de l'actualité et de ses soubresauts, on s'intéressera ce soir au bonheur. Au travers de ce livre, La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux. Son invité, son auteur et notre invité, le philosophe Roger Poldroit, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Nous accompagne également ce soir notre chroniqueur Jean-Luc Gombault. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Et l'éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Auteur de ce livre, Point sur les i, dont on va parler également. On va commencer, messieurs, par l'interview de Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Gombault, est-ce qu'il y a, selon vous, d'abord sans rentrer dans les détails, une cohérence, une colonne vertébrale et une vision alternative à travers ces mesures qui ont été détaillées aujourd'hui? S'il y en a une, elle n'est pas très précise. On ne la voit pas se dégager à l'intérieur de quand on lit l'interview de Nicolas Sarkozy. Et on se dit quand même, cette affaire n'a pas été très bien préparée. Il y a des erreurs. Il y a des injustices. Alors, il tire à boulet rouge contre François Hollande, ce qui est normal, avec des arguments qui sont tout à fait recevables sur la question du chômage, notamment les déficits, la dette. Bon, ça, c'est toute la première partie. Et puis, parfois même, il est injuste, parce que quand il dit avec le quinquennat de M. Hollande, les dépenses publiques auront augmenté de 100 milliards, c'est faux. Elles auront augmenté de 50 milliards, ce qui est déjà beaucoup. Et il oublie quand même de préciser que sous son propre quinquennat, elles avaient augmenté de 150 milliards. Mais c'est vrai que la crise était beaucoup plus forte. Et ensuite, on arrive aux propositions. Alors, vous parlez de colonne vertébrale. Il y en a une, effectivement, c'est quand il dit « mon quinquennat », enfin, il ne dit pas ça. Il dit, parce qu'il ne dit pas « mon quinquennat futur », il dit « normalement, la politique économique devrait se fonder sur l'entreprise, l'axe central. Généralement, on dit le chômage. Mais quand on dit l'entreprise, c'est beaucoup, je dirais, c'est beaucoup plus précis. Et effectivement, ça, on peut dire que c'est la colonne vertébrale. Mais quand après, on rentre dans les détails, comment il va faire, par exemple, pour réduire les déficits? Il a 2 ou 3 petits exemples qui, au bout du bout, nous donnent 3 ou 4 milliards d'économies, par exemple. On va parler des détails, mais sur le tout, il y a un manque d'appréciation. Ça fait des semaines, des mois que le patron de l'UMP est critiqué pour son absence d'idées, de projets, de stratégie. Là, il répond. La réponse est là. Est-ce qu'elle vous semble convaincante? À l'évidence, non. Il nous a dit il y a un mois devant le bureau politique de l'UMP qu'il fallait qu'il construise un socle, un nouveau socle idéologique, un corpus idéologique, avait-il dit, ce qui laissait comprendre que son programme était vide. Donc on comprend bien que d'ailleurs qu'en un mois, il n'ait pas eu le temps de le remplir, ce programme-là, mais on se demande pourquoi il a voulu faire cet effet d'annonce qui revient à recycler des vieilles recettes, puisque tout ce qu'il annonce là, c'est de son programme d'ancien président de la République. Donc on ne voit pas très bien où est la novation, où est la rupture. Ce que l'on voit en revanche, c'est qu'il y a une sorte de course à l'échalote, si on fait un effet comparatif entre ces entre ses partenaires. François Fillon a un programme qu'il décline très régulièrement, assez fouillé. Xavier Bertrand, le maire également. Et lui n'en a pas, pour dire les choses aussi crûment. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2 ans et demi, près de 3 ans d'opposition, on voit qu'il n'a pas suffisamment travaillé lui-même sa copie et que ses petits camarades ne lui donnent pas à voir la leur. Et donc, il est porte-parole d'un parti qui, pour l'instant, tourne à vide, qui n'a pas de corpus idéologique, qui n'a pas d'idées nouvelles et qui est assez révélateur, me semble-t-il, de ce point de vue, de la crise de la politique, parce que ce que l'on observe ici s'observe également au Parti socialiste. Oui. 2 grosses machines qui n'arrivent plus à rien produire que du vent.
Et il va falloir naturellement que Nicolas Sarkozy se rende compte que la société a changé et que la solution d'ailleurs est au cœur de la société civile, s'il veut bien écouter. Vous dites crise politique justement. Roger Paul Droit, on dit souvent que la société française se droitise en ce moment. Et pourtant, la droite, en tous les cas, la droite au sein de la classe politique n'arrive pas à en profiter. Comment ça se fait? Est-ce que justement c'est la société civile qui représente de plus en plus les idées un peu à droite, un peu entre guillemets conservatrices? Oui, non, je crois qu'il y a une sorte de relève de la politique par la société civile. Et ce qui manque, me semble-t-il, aujourd'hui à la France, c'est de pouvoir faire le lien entre les politiques et la société civile. C'est-à-dire qu'ils ne s'écoutent pas assez les uns les autres, ils n'apprennent pas suffisamment les uns des autres, alors que je ne crois pas qu'il faille désespérer de la politique. Je pense que les forces souvent novatrices, se trouvent en politique, du côté de la société civile, mais ce qui manque, c'est cette dynamique des rencontres et de l'innovation. Je suis d'accord avec vous. Vous dites souvent qu'il faut, je vous cite, une parole de vérité en politique, quelle qu'elle soit, aussi déstabilisante soit-elle, il faut nommer les choses. D'ailleurs, vous rejoignez Yvan Rieufol et son livre, Point sur les i, il faut justement les nommer les choses pour les combattre, même si la vérité est difficile, économique, politique ou même... Oui, bien sûr, partout en économie, exemplairement, ces paroles de vérité me semble, s'il faut en donner un exemple, avoir été prononcé par Manuel Valls dans ce discours du 13 janvier où il nommait toute une série de maux de la société française, où il disait que les terroristes étaient des djihadistes et que c'était eux les ennemis, qu'il fallait prendre des mesures d'exception sans faire de loi d'exception pour autant, etc. Et qu'il nommait aussi un antisémitisme nouveau, venu essentiellement de sphères radicales musulmanes, et que tous ces éléments-là, il faut le dire, et il faut dire les choses, non pas pour stigmatiser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais pour que les questions soient sur la table et qu'on, sous prétexte de ne pas mettre d'huile sur le feu, on noie le poisson, si je peux utiliser ces deux métaphores. Alors, ce n'était pas l'objet de la tribune de Nicolas Sarkozy de parler de tous les thèmes, c'était surtout économique. Et je vous pose la question, Jean-Luc Gombault et Yvan Rieufol, est-ce qu'il aurait dû parler dès maintenant d'autres thèmes comme une crise politique, une crise d'identité au sens large de notre société? Jean-Luc et puis Yvan. Oui. Non, je pense d'abord que les gens attendent sur l'économie quand même, fondamentalement, et qu'à voir ce qui s'est passé pour le mariage pour tous, une des promesses réalisées par M. Hollande et personne ne lui en est gré, pratiquement. Ça n'a pas joué du tout. Donc on l'attend sur les questions du chômage, etc. Ce qu'il faut bien voir, souvent les gens disent « Ah, rendez-nous le Sarkozy de 2007 ». Donnez-nous quelqu'un... Certains disent qu'il n'a plus cette vista, ce feu sacré. Exactement. Mais c'est pour ça que la situation a changé. Elle est beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'en 2007. Entre-temps, il s'est passé une crise terrible et inédite. Et on peut demander aux philosophes comment penser l'inédit, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Pas une crise comme en 73. C'est une crise particulière. Et cette pensée sur l'inédit, il n'arrive pas à le faire. Mais personne n'arrive à le faire. Vous n'êtes pas d'accord, Yvan Rieufol? Non, je ne suis pas d'accord sur l'envergure de la crise. Je pense que la vraie crise aujourd'hui est une crise, je l'ai suffisamment répété, est une crise de civilisation, une crise identitaire. Et c'est bien d'ailleurs ce diagnostic qu'avait fait Nicolas Sarkozy il y a un mois devant l'UMP en disant « ma priorité sera l'islam ». C'est ce qu'il avait déclaré. D'ailleurs, pour dire hier dans le Figaro, ma priorité sera l'entreprise. Donc il a déjà changé de priorité en un mois. Et il prend l'entreprise naturellement parce que d'aborder le problème économique est plus confortable, bien sûr, car cela permet une certaine prudence. Et puis je pense que les solutions qui viendront à remédier à cette crise économique sont relativement connues. Et cette crise passera. En revanche, je pense qu'on assiste effectivement, c'est assez désarmant de la part de Nicolas Sarkozy, à un excès de prudence chez lui, qui effectivement est d'autant plus remarquable que Manuel Valls, lui, et ça a été très bien dit, brise les tabous, pour reprendre cette expression, et en effet nomme les choses, ce qui était auparavant cette subversion à laquelle se prêtait Nicolas Sarkozy lui-même. Donc il est dépassé par sa gauche, il est dépassé par la droite, et j'ai l'impression qu'il se fait piéger lui-même à vouloir, alors, par certains tactique, disent qu'il a une stratégie par des tactique petits pas, à vouloir, par étapes, oui, j'entends bien,
Et peut-être, et qui est par tactique, il essaye de se rapprocher du centre, mais de se rapprocher du centre avec ses discours émollients et un peu melliflus, ça ne donne pas grand-chose, sinon un excès de prudence. Et à qui ça profite? Le Front National en profite, il est en dynamique, les sondages se suivent et se ressentent pour le parti de Marine Le Pen, en forme et qui confirme, Roger-Paul Droit, son ancrage et son maillage territorial. Est-ce que les stratégies, de manière générale, à droite et à gauche, qui consistent à mettre en garde contre le vote Front National, sont efficaces ou seront efficaces selon vous? Je ne sais pas vraiment, parce que je ne suis pas politologue. En revanche, ce qui me paraît véritablement inédit, c'est le fait que les grands partis de gouvernement, à droite comme à gauche, sont pour la première fois sur la défensive vis-à-vis du Front National. Et ça, c'est une situation qui, finalement, conduit ou bien à aller sur le terrain du Front National, et prendre les questions, quitte à donner de toute autre réponse. C'est par exemple ce que préconise François de Closet en ce moment, d'aller poser les mêmes questions et de trouver d'autres réponses. Mais ça veut dire quand même que c'est encore d'une certaine façon sur l'échiquier ou sur le terrain posé par le FN que les choses se déroulent. Ou bien chacun reste ailleurs et sur un autre registre et avec d'autres discours. Mais à ce moment-là, on a souvent l'impression de voir le même film déjà joué et qu'il n'y a rien de nouveau. Je crois qu'il faut qu'il y ait à la fois du nouveau dans des réponses à des questions de la société française, du mal-être et du malaise français posés par le Front National, mais avec d'autres réponses, et en même temps d'autres stratégies et d'autres avec cette idée que probablement aussi on retrouve là un lien nécessaire avec l'inventivité de la société civile. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Le Front National prospère sur sa diabolisation. On le voit bien. Et il est étonnant d'ailleurs que les partis ne le voient pas, que cette stratégie de vouloir à tout prix le stigmatiser lui profite. Il profite également du fait qu'en effet, et toutes les idéologies s'effondrent et qu'en effet, il faut aujourd'hui répondre par pragmatisme à des solutions très réalistes et qu'il faut effectivement parfois monstrer des réalités, que ces réalités sont parfois effectivement monstrueuses. Le Front National le fait et est écouté. Et donc, il y a cet excès de prudence de la part de la droite qui ne comprend pas qu'elle a tout d'abord à répondre à cet effondrement des idéologies, à produire des idées nouvelles, et qu'elle a à répondre également à une droitisation de la société qui crève les yeux de tout le monde, sauf de l'UMP qui si l'on comprend bien sa stratégie, qui est un peu floue malgré tout, rechigne à aller dans ce sens-là, au prétexte que cette révolution conservatrice n'aurait pas les humeurs de Nicolas Sarkozy, qui ne se veut pas être conservateur. Donc, il y a des occasions manquées qui se profilent, et je crains que si la droite et la gauche, naturellement, ne s'accrochent pas à répondre aux attentes des gens, le Front National ne progresse encore davantage. Les attentes des gens, oui, mais à condition justement de ne pas reprendre. Si vous voulez, aujourd'hui, toute la journée, il a été question de la formule FNPS utilisée par Sarkozy. Oui. C'est aller exactement, c'est ce que j'appelle aller sur le terrain du Front National, c'est-à-dire reprendre sa manière de voir la politique, simplement en changeant les sigles. Et cela, à mon avis, c'est pas la bonne fois. Le Front, c'est une vieille stratégie qui est loufoque depuis le début. Ça consiste à chaque fois à remettre le Front National au cœur du débat politique, alors que le Front National devrait être marginalisé, voire même, de mon point de vue, avalé, digéré depuis longtemps par une droite, comme avait pu le faire le Parti Socialiste avec le Parti Communiste. Ça, c'est un autre débat. Et je vous pose souvent la question, Jean-Luc Gombault, pourquoi ne pas attaquer le Front National sur son programme, justement sur la matière économique? C'est peut-être son talon d'Achille. D'abord, c'est fait. D'abord, c'est fait, quand même. Par la droite et la gauche. La semaine dernière, Christian Saint-Etienne qui était venu, qui avait fait un... Il est un économiste, certes. Sur l'économie, ça a été fait. Le problème, c'est que ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que, de toute façon, tout va dans son sens. Et... Vous avez moqué un peu la formule de M. Sarkozy sur FNPS. En réalité, le gros problème... C'est pas que je la moque, c'est que je pense qu'il s'enferre. Il s'enferre. Je veux dire, mais de toute façon, c'est ça le problème. C'est qu'elle a un projet. Elle a un projet qu'on peut qualifier de démagogique, un projet national. Le Parti Socialiste et l'UMP n'ont pas de projet, ils n'ont que de la gestion. C'est-à-dire, on gère la boutique. On gère la boutique, on gratte 10 milliards par là. Elle, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le projet national. Un petit peu, ça rappelle un peu ce que l'Action française, vous savez, nationaliste d'abord. Et puis, tout le reste doit suivre.
Et à partir de là, si vous voulez, les gens qui sont dans un brouillard à cause de cette crise, ne croyez pas que la crise économique n'est pas quelque chose d'absolument... Je ne la minimise pas, mais vous avez vous-même démontré que la crise économique n'était aucun effet sur les programmes, puisqu'on ne jugeait pas les programmes. Sur les programmes, exactement. Vous l'avez dit vous-même. Sur les programmes, sans doute. Mais sur les gens, ça en a énormément. Ils sont dans un brouillard, ils ne comprennent plus où ils en sont. Elle a des mots d'ordre très simples, très très simples. Elle est pour tout ce qui... Par exemple, Peugeot ferme, nationalisation Peugeot. L'euro nous ennuie, sortons de l'euro. C'est des choses très très simples. Des choses très simples dont on sait, dont les économistes savent qu'elles auraient des effets absolument Oui, mais les économistes sont comme les philosophes, ils ne font pas la majorité. Le programme économique du Front National est catastrophique, mais simplement on ne l'entend pas parce que le Front National décline cette crise identitaire, cette crise existentielle, cette crise de civilisation qui n'est pas abordée par les autres partis, et singulièrement pas par le... Du brouillard, on va parler Jean-Léon Gombreux, on va aller vers la philosophie, des questions plus larges sur le bonheur. Roger Poldroy, avec votre livre, La philosophie ne fait pas le bonheur, et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, un commerce de la philosophie dans les magazines? On nous vend un bonheur qui est un petit peu livré clé en main. Voilà, il y a deux choses. Il y a premièrement un commerce du bonheur. Ça, je pense que chacun le sait. On ne peut pas ouvrir aujourd'hui un magazine sans avoir un dossier sur comment être heureux, en 3 points, en 10 leçons. Voilà. Et il faut, d'une certaine manière, c'est ça qui commence par me mettre un peu en colère dans ce livre qui... Je le précise, je n'ai rien contre le bonheur, mais c'est une polémique et un livre finalement un coup de colère contre le fait qu'on veut nous rendre heureux en permanence d'une manière assez anesthésiante et que les philosophes, depuis 15-20 ans, collaborent à cela au lieu de le critiquer. Voilà, c'est autour de cela que j'ai... On nous propose, c'est quoi? Un bonheur light, il faut être cool, il faut être bien dans sa tête, il faut surtout... comment il faut être. Oui. Voilà, il faut être heureux partout et tout le temps, au lit, dans son assiette, si j'ose dire, dans ce qu'on mange, dans ses vacances, dans sa famille, dans son sommeil, dans sa santé, dans son travail, évidemment, on s'épanouit dans l'entreprise. Et il me semble qu'à chaque fois que l'on vous dit du matin au soir que vous devez être heureux, c'est que quelque chose ne va pas. C'est la dictature du bonheur. Voilà, et c'est d'une certaine manière que vous ne l'êtes pas du tout, et qu'ensuite on vous normatise, si j'ose dire, on vous dirige, on vous manipule pour vous faire adopter un certain type de bonheur qui est sans négatif aucun, que j'appelle anesthésié, parce que, si vous voulez, c'est un bonheur qui élimine l'idée de l'adversité, du conflit, du mal, de la souffrance, de la maladie. Alors que Roger Poldroy, si on prend une définition, celle d'Aristote, il disait que, je vais le citer plus précisément, on ne sait pas si un homme ou une femme a été heureux avant qu'il ne soit parvenu au terme de sa vie. C'est un bilan, le bonheur. C'est un bilan, c'est une longue histoire, c'est une course, c'est un périple, enfin comme on veut, mais aussi, je crois fortement avec Nietzsche que c'est quand il dit que dire oui à la vie, c'est dire oui à tout. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, rêver d'une vie où il n'y aurait rien de pénible, rien de négatif, rien de dur. C'est pas un choix à la carte. Voilà, et c'est de cela que l'on rêve aujourd'hui. On rêve finalement d'une élimination du négatif, d'une élimination du hasard, et je pense que c'est une sorte de contrôle social qui se met en place à travers cette image-là du bonheur tous azimuts, et que du coup les philosophes devraient plutôt critiquer cela, en montrer la vanité ou l'imposture. C'est tout l'inverse. Et c'est tout l'inverse. On ne va pas citer, la question n'est pas de donner des noms, mais il y a beaucoup de philosophes justement qui parlent de ce bonheur et qui en font la promotion. Pas d'un bonheur compliqué justement. Voilà, et qui finalement, à condition de les suivre, vous allez être heureux et tranquille, en remettant ce que j'appelle remettre les toges. Regardez comme il vous écoute avec attention, Yvan et Paul Jean-Luc Gombreux. Vous avez votre propre définition du bonheur? Certainement, oui, d'être 22 heures. Vous disiez, bien trouvé, la philosophie est un commerce. La philosophie, vous dites, ça devient un commerce. Et effectivement, le commerce, c'est quoi? C'est servir une clientèle. Et les clients, ils veulent les clés du bonheur. Et le philosophe, il est là. Il vous donne les clés du bonheur. Et vous expliquez que c'est beaucoup trop compliqué. Non, c'est avec ça que je ne suis pas d'accord. Oui, justement, c'est ce que je dis. Si on me demande les clés du bonheur, j'explique que c'est une erreur et je ne vais surtout pas expliquer comment s'en servir. Voilà. Moi, je vois une corrélation entre votre définition, effectivement, de cette philosophie du bonheur qui veut absolument aplanir tous les conflits et ce qu'est aujourd'hui le politiquement correct, qui est exactement de la même manière une manière de penser qui veut annihiler, qui veut dénier tout conflit dans toute civilisation et qui veut aplanir également les choses.
À cette différence près que parmi les philosophes que vous visez, il me semble qu'il y a quand même quelques-uns d'entre eux qui se targuent, au contraire, de cultiver l'incorrect en politique. Donc, c'est peut-être une contradiction qui n'en est pas une, parce que je n'ai pas lu votre livre, mais... Et que les rapprochements sont peut-être un peu trop rapides entre mon politiquement correct et votre bonheur à vous. Mais j'ai l'impression que cet effet anesthésiant se retrouve, en tout cas, dans ces deux idéologies-là. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, le bonheur, c'est un idéal, un horizon, et c'est après qu'on dresse le bilan? C'est surtout, finalement, chacun pour soi, ou chacun son... Non, pas chacun pour soi dans la concurrence. Mais oui. Voilà, Kant dit c'est un idéal de l'imagination. C'est-à-dire, c'est finalement, et il n'y en a pas de concept. Vous ne pouvez pas faire un savoir du bonheur, vous ne pouvez pas en constituer une idée type, dans la mesure où, si on demande à chacun va avoir sa représentation, et il n'y a pas de contenu à cela. C'est amusant ce que vous dites, parce que les économistes travaillent beaucoup sur un indice, c'est le bonheur national brut, au lieu du PNB. Donc vous montrez l'inanité de cette recherche. En tout cas, je veux dire que c'est un bonheur de lire votre livre et de le présenter aux téléspectateurs. La philosophie ne fait pas le bonheur, et c'est tant mieux. Merci d'avoir été notre invité, Roger Poldroit. Merci également à Yvan Rioufol. Je rappelle le titre de votre livre, qui est un recueil de tous vos bloc-notes, vos billets sur votre blog. Non, des bloc-notes seulement, voilà, pas du blog. Et Jean-Luc Gombaud, merci pour votre analyse. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est présenté par Agathe Pécastin. Benyamin Netanyahou débute sa visite aux États-Unis sous haute tension. Une visite organisée sans l'accord de la Maison-Blanche pour parler de sujets qui fâchent, le nucléaire iranien. Le Premier ministre israélien entame une mission de 3 jours sur le sol américain et ne rencontrera pas officiellement Barack Obama. Demain, il prononcera un discours devant le Congrès à la demande des Républicains. La mère de l'unique témoin de l'assassinat de Boris Nemtsov en appelle au gouvernement ukrainien. La compagne de l'opposant politique est encore en Russie. Elle affirme être prise en otage par les services de police russes. Ce fervent défenseur de la cause ukrainienne a été abattu vendredi dernier à 2 pas du Kremlin. L'enquête est en cours. Il s'agira de déterminer si c'est un meurtre politique. Les mauvais payeurs pourraient être privés d'eau courante. Le projet de loi sur la transition énergétique a été modifié lors de son passage au Sénat. Il comprend désormais un nouvel amendement. Pourtant, depuis 2013, la loi interdit les coupures d'eau. Ce matin, les associations de consommateurs dénoncent une entrave à un bien jugé universel. Pour Christian Cambon, sénateur à l'origine de cette mesure, la polémique n'a pas lieu d'être. Mon amendement ne touche en rien les gens en difficulté. Mon amendement vise, en revanche, les gens de mauvaise foi, qui peuvent payer et qui ne payent pas. Demain, un vote solennel aura lieu au Sénat sur l'ensemble du projet de loi. Agriculteurs contre zadistes. Une centaine de producteurs agricoles bloquent les accès du site de Sivens, encerclant ainsi les militants écologistes, toujours opposés au barrage. Depuis leur réinstallation au mois d'août, on a passé les 6 mois. Il y a une série de parcelles où les agriculteurs ne peuvent pas travailler. Il y a des maisons où les habitants ne peuvent pas aller. Vendredi, le Conseil général du Tarn doit trancher sur l'avenir du projet. En attendant la décision, 280 gendarmes sont mobilisés pour tenter de garder le calme entre les deux camps. C'est une pratique tolérée en France, mais qui est loin de faire l'unanimité. La fessée ou la gifle. Le Conseil de l'Europe condamne la France pour ne pas avoir interdit tous les châtiments corporels sur les enfants. Aucune amende n'est prévue, mais le débat risque une nouvelle fois d'être lancé. Des plaintes peuvent désormais être déposées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et on arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité à suivre. C'est votre soirée documentaire avec un film intitulé Prison ouverte, un pas vers la réinsertion. À demain, 22h, avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.